Alors, session Haskell débutant, épisode 8. Épisode 8. Pour y aller, on commence à l'heure, on finit à l'heure. Alors, petit résumé des épisodes précédents pour ceux qui prendraient le train en route. Donc, on travaillait au début sur un petit outil pour afficher le nombre de personnes qui me regardent faire des bêtises en direct à l'écran. Et puis, ça s'est transformé en un projet très très méta qui consiste à développer le site web qui présentera les vidéos en question. Donc le site web, la création du site web sera sur le site web lui-même, le making of et le contenu. Donc c'est un stream récursif. C'est récursif. Juste vérifier un petit truc avant de commencer. Ok, alors cette semaine, pas de courrier du relecteur, mais on va juste en profiter pour relire ce qu'on avait fait la semaine dernière. Et donc ça fait à la fois un petit rafraîchissement et c'est l'occasion aussi de rebondir sur ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc jusqu'à présent, on avait fait des requêtes SQL, on avait commencé à s'en servir pour générer une page web. On avait obtenu quelque chose qui ressemblait à quoi? Alors qui ressemblait à un listing à base de listes énumérées, donc c'était euh, pas spécialement dynamique tout ça, pas très joli, mais ça faisait à peu près l'affaire. Euh, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux là. C'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Alors juste pour vous rafraîchir la mémoire. Voilà, donc ça produisait à peu près ceci, sachant que le contenu était fourni par la base de données, par une petite base de données SQL, donc du PostgreSQL. Et donc voilà, donc c'est très basique. On avait vu au passage comment faire un peu de templating HTML. Et puis c'était voilà, une chose très concrète qu'on fait sans trop de difficultés en PHP, Ruby et compagnie. Mais on va en profiter pour utiliser un langage un peu plus typé. Alors, je rappelle aussi que c'est entièrement débutant en Haskell. Je ne vais pas vous apprendre à développer. Il y a quelques bases quand même à connaître. Mais pour ce qui est du langage lui-même et de son écosystème, bah là c'est complètement débutant. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais essayer de suivre le chat. Et puis, je pense qu'au pire d'autres pourront répondre. Sans doute qu'il y en aura assez expérimenté dans le chat pour vous répondre. Je vais juste rafraîchir ça. Un truc qui marche pas. Ok, donc la semaine dernière, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait. Je me souviens un petit peu. On avait Euh, on fait ces deux choses-là. Donc, en quoi ça consistait? Ça consistait essentiellement à appeler le templating HTML qu'on avait fait depuis un endpoint HTTP. Donc, quand vous requêtez le slash ou slash index.html, vous obtenez en retour le contenu de la page dite index. Et en fait, pour faire le rendu HTML, on avait juste appelé le code du templating en Blaze HTML qu'on avait fait il y a 2 semaines.
Et donc là, tout le trick, c'est d'arriver à brancher ça dans Servante, en l'occurrence. Et pour ce faire, il faut utiliser un encodage qui supporte le HTML. Donc au début, quand on avait fait un petit peu de Servante pour écrire le client d'API Twitch, on avait consommé une API Twitch qui donc était en JSON. Et donc on avait un petit peu mécaniquement rajouté des, des entrées d'API en get ou en post, mais qui supportaient que le JSON. Et là, on rajoute un endpoint qui supporte le HTML. Donc c'est ce qu'indique ce paramètre de type sur le type get. Et le type renvoyé par ce endpoint, c'est toujours le même, c'est dans les deux cas en tout cas, c'est index. Et index, c'est quoi? Index, c'est en fait une liste de vidéos pour lesquelles on supporte l'encodage HTML. Et il s'avère que la façon de préciser l'encodage quand on spécifie index, c'est que votre type, pardon, quand on spécifie HTML, c'est que le type index supporte la type class toMarkup. Donc ça, c'est un peu le pendant du toJSON que vous avez en JSON pour faire du JSON. En Blaze Markup, c'est toMarkup. Et toMarkup, il doit vous renvoyer un markup, et il s'avère que le HTML qu'on a produit avec le templating qui vient de ce module-là, templating, HTML, c'est un cas particulier de markup, c'est du markup HTML. Mais tout ça fonctionne de la même façon. Et donc, en l'occurrence, le trick, c'est d'arriver à servir une liste de vidéos. Donc, on a trois passages l'usage du keyword newType. NewType, ça fait quoi? NewType, ça vous permet de décorer un type avec un autre constructeur, on va dire. Donc, c'est un petit peu comme si vous aviez un data type avec le keyword data, mais avec un seul argument, un seul champ dans votre data type. Et alors, l'intérêt de ça, il est que alors ça vous permet plusieurs choses. La première, ça vous permet ça fait comme des alias avec le keyword type. La différence, c'est que là, l'alias, il est strictement, c'est pas un alias de type, c'est vraiment un nouveau type, d'où son nom de new type. Et donc le compilateur, il va vous protéger contre les éventuels, voilà, que vous tenteriez de faire une liste de vidéos qui a un autre sens. Alors sur ce cas particulier, c'est pas forcément très instructif, mais sur par exemple les chaînes de caractères, ça arrive très souvent qu'on fasse des types pour essayer de donner quelques indices dans votre signature d'API, la signature de fonction, pardon, sur ce que c'est que ce champ string ou ce champ texte. Et donc si vous faites un alias avec type, vous avez déjà un petit indice, mais vous n'avez pas le compilateur qui va vous protéger contre des usages mal placés. Avec newType, vous ne pouvez pas mettre autre chose qu'un index quand vous avez besoin d'un index. Donc ça, c'est comme avec un data. Par contre, c'est complètement transparent au runtime. Ça n'a pas de surcoût. Ça ne coûte pas plus cher en mémoire d'avoir un newType. C'est complètement effacé à la compilation. Et effet supplémentaire tout à fait intéressant, c'est que avec un newType, vous obtenez un type à part entière et donc la possibilité d'instancier des type classes de façon spécifique. Et là, en l'occurrence, on instancie toMarkup pour le type index et pas pour le type liste de vidéos. Ce qui ne serait possible en l'occurrence que si vidéo lui-même était une instance de toMarkup et on perdrait le contexte global, ce qui est particulièrement essentiel quand vous voulez faire une page web. Ma page web va afficher une liste de vidéos, mais elle a besoin d'afficher un peu plus que la liste de vidéos. Elle a besoin d'afficher le titre du texte autour, de savoir comment faire du HTML, et ça, c'est pas chacune de mes vidéos qui le supporte, c'est vraiment quelque chose d'au-dessus. Donc vous avez besoin comme ça d'un contexte un peu plus haut niveau. Donc voilà, ça vous permet de faire ce genre de choses. Et donc pour servir cet index, on fait comme on le ferait. Il n'y a rien de spécifique là en l'occurrence, hein. Vraiment c'est du servant tout à fait classique. Et comme on a deux endpoints, on a deux fonctions qui doivent servir chacun de ces endpoints. Et il s'avère que c'est à chaque fois la même chose. C'est juste pour supporter la convention qui est que le slash correspond à l'index.html, même si c'est vraiment une convention des navigateurs et c'est assez historique, mais il faut faire l'effort d'implémenter. À défaut d'avoir un reverse proxy qui vous le fait à votre place, là, il faut faire l'effort. Donc cette fonction serve-index, elle va dans les deux cas renvoyer un index
C'est un serveur au sens de servante. Donc le contexte dans lequel on évalue tout ça, c'est handler. Et il n'y a pas de différence entre slash et slash index.html, donc on va utiliser la même implémentation. Et donc là, en fait, on va assez simplement se contenter d'appeler la fonction list vidéo, ce qui vient du paquet database qu'on a développé les semaines précédentes, et qui, elle, va faire un select SQL avec un peu plus de travail, va aller faire des jointures qui vont bien, etc., etc. Et tout ça va vous renvoyer une liste de vidéos. Et donc, on va construire simplement un index à partir de cette liste de vidéos en faisant, voilà, en faisant du fmap, en appelant IO, parce que là, on n'est pas tout à fait dans IO, on est dans autre chose qui sait faire de l'IO, mais on a besoin quand même de l'évaluer. Donc, on a besoin d'évaluer cette opération IO dans ce handler, et lift IO vous permet de faire ça. Et donc voilà, donc c'est assez direct, hein. Donc là, c'est vraiment un exercice de, on branche des choses qu'on avait déjà faites les semaines auparavant, et ça va assez vite. Voilà, donc ça c'était pour la partie branchement. On a vu je rajouter un point d'entrée différent de celui d'origine, parce que le premier programme c'était un outil en ligne de commande. Là, il s'agit vraiment d'un service qui écoute sur le port 8080 et qui vous sert votre application servante à partir du pool de connexion SQL sur la base Postgre. L'autre commit consistait à compléter la liste des routines SQL dont on a besoin avec une version un peu plus riche qui va combiner en fait le simple listing de vidéos avec le fait de récupérer les tags. Donc là, ça fait deux appels à deux requêtes SQL. C'est même plus que deux parce qu'en général, on fait ça de façon massive sur une collection. D'où la remarque consiste à dire ben, on pourrait sans doute faire quelque chose de plus simple et de plus rapide avec une seule requête SQL, ce qui est tout à fait vrai. Ça demande un peu de travail et c'est pas forcément accessible tout de suite. Là, on a une version qui marche, on peut effectivement l'optimiser, et puis ça peut être un exercice intéressant à faire par ailleurs. Je vais pas le faire pour cette pull request, hein, je vais prendre les commandes, je vais prendre le code tout tel quel, puis on va avancer. Et donc en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait du coup profité de la première version qui se contentait d'afficher la liste de vidéos pour rajouter les tags. Donc c'est vraiment la deuxième étape, c'est qu'au début on affichait que les vidéos, donc ça affichait que les titres. Et maintenant on va récupérer en plus les tags pour les afficher de cette façon-là, avec une petite énumération après le titre. Et donc pour ce faire, on avait modifié aussi le templating pour ajouter ces tags dans chacun des éléments de la liste énumérée. Donc là, page c'est le point d'entrée de ce module-là, ça vous renvoie du HTML qui vient de Blaze, donc c'est du markup, donc c'est compatible avec notre tout markup qu'on a vu sur le serveur HTTP. Et ce que ça fait en plus par rapport à la version d'origine, c'est que ça va récupérer les tags, et pour les tags, ça va, après le titre de la vidéo, les énumérer. Et donc là, pour les énumérer, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux cas de figure, le cas où les tags sont vides, quel cas ça ne fait rien, et le cas où il y a des tags, donc ça rajoute un tiret séparateur, et ça ensuite affiche chacun des tags en les concaténant, donc ça glue les tags entre eux. Et pour afficher un tag, et bien là, en fait, ça consiste à grosso modo faire ceci, display tag, qui est créer un span pour chacun des tags avec la classe CSS qui va bien, avec le contenu qui va bien. Donc évidemment, le rendu qui est là, il est moche, mais il est moche essentiellement parce qu'il n'y a pas de mise en page CSS. Pour la structure du document, c'est déjà satisfaisant. Il y a moi qui vend plein de choses, hein. On aura envie de faire un lien vers la vidéo elle-même, on aura envie de, éventuellement, avec je ne sais pas moi, un petit triangle qui change d'état, afficher peut-être le player ou au moins la vignette d'aperçu. Donc il y aurait plein de choses à faire. Probablement qu'on n'a pas assez d'informations dans la base de données pour faire tout ça, mais s'il y a besoin, on les rajoutera.
Donc voilà, là des remarques très esthétiques hein, sur l'incohérence entre ce nom-là et ce nom-là, sachant que Intercalate existe aussi dans les collections et autres modules Haskell. Donc oui, certes, mais dans mon esprit, ça reste quand même vrai, c'est qu'on intercale un séparateur. Donc je vais me contenter du nom d'origine. Désolé. Voilà. Tac. C'était pas pourri tes commentaires, ils étaient tout à fait pertinents, mais je vais pas forcément gratter trop de temps. Je rappelle aussi que je travaille pas sur ce projet en dehors du stream. Donc on a 2 heures par semaine, j'essaye de les rendre efficaces autant que possible. Et alors là, il n'y en a plus trop, mais j'avais créé quelques petites issues de choses faisables, accessibles. Et donc si vous avez la motivation, vous pouvez aussi contribuer. Donc ces projets fonctionnent de façon assez banale vis-à-vis de GitHub. Donc vous faites une pull request. Et à l'épisode suivant, on fait une petite review rapide de chacune des pull requests. Il y en a. Donc c'est interactif. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Eh bien, je pense qu'on va continuer dans la lignée et puis on va peut-être faire un début de mise en page, un truc un peu plus agréable. Ce qui manquerait aussi, c'est d'alimenter de façon plus sérieuse les 2 tables SQL qu'on a créées, parce que pour l'instant, il n'y a que des valeurs assez simplistes. Tandis que la playlist, en tout cas de cette série de vidéos, elle est déjà un peu plus riche. Donc il y en a déjà 8 en stock, il y en a 5 autres ou 6 autres sur la playlist de sessions avancées, donc il y a déjà un peu de quoi faire. Donc on verra après comment on fait pour supporter ça. On pourrait imaginer soit de récupérer les vidéos à partir des API de YouTube, soit de faire un mini back-office pour les poster. Sachant que récupérer les vidéos c'est bien, mais ça suffit pas parce que ce mécanisme de tag, par exemple, d'indexation, il est pas supporté par YouTube. Donc il nous faudra enrichir ces informations-là à partir d'une source qui sera probablement manuelle. Donc là, on bascule vraiment dans le monde du développement web, hein. On risque de faire du CSS. Je vais essayer de rester raisonnable. Et de toute façon, c'est pas dans mes spécialités. Et je fais une petite aparté rapide pour un petit teaser. Il est prévu, si tout se passe bien et que les agendas et les étoiles sont alignés, qu'on fasse un petit hors-série sur l'aspect visuel de ce site-là, avec un invité qui s'y connaît un peu plus que moi et qui est plus à l'aise sur ces questions-là. Ça donne aussi l'occasion pour lui de s'exprimer sur comment il travaille, sur ses techniques ou autres. Mais il faut qu'on arrive à mettre ça au point. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on vient de relire rapidement, si on passe à la suite. Je finis de m'installer parce que j'ai pas forcément tout setup correctement, ce qui est pas bien. Ah bah tiens, j'ai des trucs qui sont magnifiques, qui compilent plus, très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des modifs peut-être. J'ai dit que j'en faisais pas et je les ai faites quand même. Ouais, j'ai fait des modifs. Hop, on les oublie. Donc là, pour quoi ça a été mergé, on va renommer la branche. Et c'est parti. Voilà. Un petit clean, un petit build, et on va pouvoir se mettre à coder. Alors, je vais juste mettre à jour le script de run parce que celui-là il est plus trop d'actualité. C'est comme ça que ça s'appelait. Un service.
Hop, donc ça c'est juste pour se simplifier la vie. Ok, très bien. Alors, donc comme d'habitude, on va lancer stack build en FileWatch, histoire d'avoir du feedback. Alors là, je vous montre un setup qui est finalement assez minimaliste, hein. C'est mon terminal à gauche, mon éditeur de texte à droite. Il est évident que si vous utilisez des environnements de développement un peu plus modernes ou des environnements plus historiques et un petit peu pimpés, vous obtiendrez un setup un peu plus moderne, quoi. Là, je suis pas trop à l'ordre du jour. Sous Emacs, c'est très très bien intégré avec Intero et compagnie. Sous Vim, c'est un peu plus délicat à setup, mais vous avez à peu près le niveau de feature qu'on a dans Emacs, à peu près. Les deux se partagent globalement les mêmes systèmes. Visual Code, donc la nouvelle mouture de Visual Studio, a un support de Haskell qui repose essentiellement sur le protocole, le Language Server Protocol, si je ne dis pas de bêtises, pour lesquels il existe un support de Haskell. Et il me semble bien que c'est ce cher Edward Kmet qui a contribué là-dessus. Et le Atom et compagnie, bon, bah, il y a des choses qui existent, mais je m'y connais moins, donc je vous dirai pas de plus de bêtises. Il est évident qu'on peut faire des choses un peu plus modernes. Bon, cela dit, moi personnellement, je suis plus à l'aise avec le compilateur brut à gauche. Et de toute façon, à des fins, on va dire pédagogiques, c'est toujours bien d'avoir le compilateur sous les yeux et de savoir lire le message derrière le compilateur. Non pas que ce soit forcément un exercice très intéressant, mais vous ne pouvez pas y couper. À un moment, il faudra que vous tomberez sur les erreurs de compilation. Et c'est bien d'arriver à les décoder quand même. Elle vous donne pas mal d'informations sur plusieurs lignes, donc c'est des choses dont on peut imaginer que ce soit peut-être pas forcément évident à mettre à l'écran d'un environnement de développement peut-être un petit peu frustre comme Vim par exemple. Donc c'est toujours intéressant d'avoir les vrais messages d'erreur à côté. Donc qu'est-ce qu'on peut faire si on se place, si on essaye ce soir d'enrichir ce truc-là? On avait dit qu'on voulait. Déjà, on va faire le lien vers la vidéo. On va faire. Ça, c'est des choses qui sont faciles à faire. On a toutes les informations. Est-ce qu'on peut faire la vignette rapidement? Ça serait intéressant de voir ça. Et comment on procède pour éventuellement alimenter la base avec déjà un jeu de données un peu plus consistant. Ça serait déjà pas mal. L'idée, ça serait que assez vite, je puisse le déployer et le mettre online hein, sur le nom de domaine qui ira bien. Et comme ça, on pourra en faire partager ça plutôt que de partager des URL YouTube qui sont affreuses, hein, faut bien être honnête, ou des URL Twitch qui sont bon, couchées dehors, même si elles sont un peu plus réalistes. Allez, c'est parti. Un petit peu de templating. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Ah, c'est Charles Birot qui nous dit que il a mis à jour Vim avec Haskell IDE Engine et ça marche très bien. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis complètement en retard sur cette chose-là. J'ai lâché l'affaire il y a 3 ans de guerre lasse, mais ça, c'est mon setup Vim qui a pris la poussière plus qu'autre chose. Je sais aussi que pour ce qui est du utilisateur de Vim, NeoVim a un peu plus la cote que Vim sur ces plugins-là, mais ça me fait pas plaisir parce que je trouve que ça rend pas bien de mon point de vue, malheureusement. Et puis après, bon, renseignez-vous. Alors, donc on va faire plutôt du CSS qu'autre chose et un peu de templating. Et puis concrètement, comment on fait? Donc le templating, hein, je rappelle qu'on le fait, c'est du Haskell. Blaze Markup, ce sont des fonctions. Et vous avez des types. Je ne vais pas utiliser de gros mots, rassurez-vous, hein, mais c'est des fonctions et des types. Et vous construisez un type HTML qui avec des fonctions toutes prêtes comme span pour les span HTML, etc., etc. Et puis des fonctions complémentaires pour les attributs du HTML, et il existe aussi des choses pour générer du CSS. Donc on peut faire du web entièrement en Haskell, tout à fait possible. Reste la question du JavaScript, donc ça c'est une autre histoire. On va pas l'aborder ce soir.
Ça serait un programme trop ambitieux. Donc qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Là pour l'instant ça c'est moche, c'est limité, ça manque de titre, ça manque de navigation, ça manque de contexte. C'est pas une page web décente, enfin, ça reste du HTML mais c'est pas un site web. Donc si notre objectif c'est déjà de reproduire la playlist YouTube avec quelque chose d'un peu plus spécifique à nos propres besoins, peut-être partons de ce qu'il y a sur YouTube, hein, et puis après on adaptera. Donc sur YouTube ça donne à peu près ceci, que je retrouve l'URL de la playlist. Voilà, c'est celle-là. Et, et donc là, ils font à peu près ce qu'on veut hein, dans la mise en page. Ça vous affiche la petite vignette qui est pas très pas très informatrice, mais ça, informative. Mais ça, c'est de ma faute. Vous avez une séquence et le titre en gros. Voilà. Donc on peut déjà reprendre ça. Le titre on a, la vignette on n'a pas et il nous faudra aller la récupérer. Après, est-ce qu'on veut une vignette? Ça c'est une autre question. C'est pas forcément très utile parce que ça ne fait que montrer le split screen entre mon terminal et Vim. Donc en 150 pixels de large, ça serait pas très instructif. Par contre, ce qu'on voudrait, c'est des métadatas du genre la date de diffusion, probablement. Les fameux tags, hein, donc ça on a ce qu'il faut pour les stocker. Donc, et le lien vers la page, le lien vers la vidéo, pour que quand on clique, ça au moins ça ouvre YouTube. Donc ça on peut déjà faire ça. Donc si on part du design d'origine, le design là c'est du CSS, enfin c'est du HTML sans CSS. Et l'essentiel de la mise en page, on pourra le faire par CSS. Donc on va pas se priver, on va pas essayer de se compliquer la vie en HTML. Hein. On fait ça de façon moderne. En revanche, là, on n'a pas encore assez d'éléments à l'écran. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir du HTML et toujours dans l'idée de faire un petit truc pour essayer de le bricoler, pour le rendre exploitable. On va aller le modifier, tester directement dans le navigateur. Ça, c'est un luxe qu'on peut se permettre avec le web, c'est qu'on a un moyen très très simple de tester les choses. Ça, c'est très agréable. Et donc, on peut assez rapidement prototyper quelque chose, soit depuis votre éditeur de texte, soit depuis le navigateur lui-même. Donc, ça vous fait une boucle de feedback très très courte. Et ça, généralement, on aime bien les boucles de feedback très courtes. Alors, est-ce que je peux récupérer tout ça mis en page correctement? Ça serait quand même agréable. L'inconvénient du templating comme ça, c'est que ça vous produit du HTML qui est compact. Hein. Et si on veut le copier-coller, on obtient quelque chose comme ceci, qui est, pour ainsi dire, pas exploitable. Donc là, j'ai pas trouvé de solution très rapide, donc je vais le faire rapidement à la main. C'est moche, je sais. Ok. Donc déjà, il nous manque le header, ça on rajoutera. Pour au moins avoir un titre. Là-dessus, rien de difficile. Chacun des éléments chacune des vidéos, ça correspond à un LI, donc liste énumérée, enfin liste indentée. Je que c'est ça la traduction. Liste item, c'est ça. Et vous avez donc le titre et les tags qui s'en suivent. Donc ce qu'on va essayer de faire probablement, c'est mettre un petit peu de structure dans cette page-là et on va convertir en div le titre. Et on va englober les tags dans un div qui les regroupe. Ça donnera plus de souplesse pour le layout un peu fin.
Notamment si on veut faire des flexbox, ce genre de choses. Ok, donc il se passe quoi si je prends ça et que je rafraîchis le bazar? Enfin, je vais pas rafraîchir le bazar, je vais ouvrir cette page-là. Donc on va l'enregistrer euh, est-ce que je peux pas dans le public? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais stocker dans un dossier que je vais servir par Warp. Ça vous permettra de tester rapidement et d'avoir un serveur web en bonne et due forme, ce qui est toujours agréable. C'est toujours plus agréable que les URL files de points // qui sont parfaitement pas discrètes enfin, c'est pas cool et en plus ça vous permet pas de profiter de toutes les features du navigateur dans certains cas. Donc si on appelle ça draft et que on va aller modifier le serveur pour qu'il serve à proprement parler aussi la page, le dossier public. Alors comment on va faire? On va faire ça en servante. Alors là c'est un cas un peu particulier, c'est qu'en servante, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on va aller lister les méthodes HTTP que l'on supporte pour un chemin donné. Mais là, en fait, on veut supporter quelque chose qu'ils appellent raw, donc ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que là, c'est pas des endpoints particuliers, c'est des choses voilà, qui sont servies par un autre moyen. Donc ça vous permet d'aller notamment servir des fichiers depuis un dossier ou de déléguer une application WAI que vous avez développée par ailleurs. Donc ça, c'est une façon de brancher du code, par exemple historique, dans une app servante. Et il est possible aussi de faire la chose inverse, de brancher une app servante dans le reste d'une application WAI plus large. Donc toujours dans cette idée de ne pas être trop contraignant, de s'intégrer, voilà, ça donne un peu de souplesse. Et si vous êtes sur un projet qui est déjà en place avec des technos autres, ben c'est pas complètement, c'est pas perdu d'avance. On a toujours la place de faire autre chose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir supporter ce endpoint là. Et comment on fait ça? Alors là, il faut aller piocher dans la doc, et je vous le cache pas, je me souviens jamais comment ça s'appelle. Je crois que c'est Serve File Directory, Serve Directory, un truc comme ça. En plus, ils ont renommé le truc 40 fois sur les différentes versions. Il faut que je me méfie de la version de Servant que j'utilise. Voilà, donc en gros, ça se passe là-dedans. C'est ce module Servant utilise Static Files, en tout cas depuis dans la version 0.13. Donc on va juste vérifier dans quelle version de Servant on se place nous pour que la doc corresponde à ce qu'on fait. Donc c'est comment déjà? C'est list dependencies. Ah! Grep Servant. Donc on utilise 0.9. On va aller voir la doc de 0.9.1.1 et 0.9.1.1. Ça sera toujours plus fiable. Si je dis pas bêtise, ils vont changer ça. Alors le module servant utilise, il existe encore, et vous voyez dans cette version là que j'ai moi, je suis un peu en retard sur le resolver stack, sur le jeu cohérent de dépendance fourni par stack. Et donc dans cette version là, ils étaient moins spécifiques, il y avait une seule façon de faire, on servait un dossier. Donc moi ça me va très bien parce que ça correspond à ce que je veux faire, hein, donc ça me satisfait. Et ce serveur là, en fait il traite, il renvoie du raw, donc ça tombe bien, c'est ce qu'on veut obtenir. Du coup, on ne voit pas ce que ton dev tool. On t'a pas vu faire le copier-coller. Qu'est-ce que j'ai copié-collé d'utile? Je ne sais plus. J'ai copié-collé. Non, je sais pas de quoi tu parles. Alors, donc là, on va servir le dossier public. Si mon clavier veut bien arrêter de me faire des farces.
Voilà. Donc on va servir un dossier et ça sera le dossier public. Alors il est important de noter que ce row doit être en dernier combinateur d'API servante parce que c'est un attrape-tout. Hein. Ce endpoint là match toutes les URL. Donc si vous avez il faut que vous soyez plus spécifique en premier, comme d'habitude. Hein. Ça, c'est pas, vous ne serez pas surpris. Hein. C'est vraiment c'est le ramasse-miettes, c'est la voiture balai. Et donc, à ce titre, comme dans n'importe quel routeur, il doit être en dernier. Alors, comment il s'appelait? Ah, comment il s'appelait? Il s'appelait Servant Utility Static Files. Alors, est-ce que ça compile? Ça compile. Donc là, ça devrait nous servir le fichier public draft.html. Ça ne marche pas. Félicitations. Ça s'appelle pas comme ça? Non, non, mais j'avais copié le HTML depuis Chrome et c'est le Chrome principal, donc je vous montre pas ça en capture. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, mais si vous pas je mette public, il faut que je mette. Oui, non, mais je suis bête, je suis bête. Donc en fait, oui, donc en fait, il sert les URL de ces publics, c'est qu'en local. Ok, donc si je veux mettre public, je précise aussi l'URL, le préfixe public ici. Petit étourderie. Alors on s'en sert pour tester là en l'occurrence, mais c'est quelque chose dont vous aurez probablement besoin si vous avez n'importe quel asset en plus, CSS, JavaScript, des images, ça sera probablement utile. Donc c'est quelque chose dont il faut qu'on peut garder en tête. Il est tout à fait possible que ces assets là, tout ce que vous considérez être des assets, soient déployés autrement sur un autre domaine, sur un autre système, par exemple derrière un CDN ou que sais-je. Et donc peut-être que ce ne sera pas à gérer par votre service Haskell directement. Mais pour un usage courant, c'est probablement ce que vous avez envie de faire. Ok, donc là on a un problème d'encodage, classique, hein, classique, mais ça fonctionne à peu près. Donc on va régler cette histoire-là. Comment ça se passe déjà ça? Je ne sais plus. Faut forcer l'encodage avec car7. Ouais, car7 UTF-8. Hop. Alors là par contre on n'a pas besoin de redémarrer le serveur parce que c'est un fichier sur le disque dur indirectement. Un petit souci de syntaxe parce que manifestement je suis un boulet. Donc ça c'est des choses typiquement que vous n'avez pas si votre HTML est généré par du Haskell. Ces histoires, ces idioties de syntaxe, vous les avez pas parce que probablement que ça ne compilerait pas sinon. En tout cas la syntaxe de votre HTML sera, si ça compile, elle sera valide. Ça c'est la garantie que vous obtenez avec une lib comme Blaze. Donc ça c'est déjà un bon point. Ça vous évite les choses les plus ridicules. Ça vous garantit pas que le HTML que vous produisez ait la tête que vous espérez. C'est quand même pas magique à ce point-là. Mais pour ce qui est de la partie vraiment mécanique, là vous avez un support. Donc par rapport à du templating qu'on ferait de façon traditionnelle avec du Jinja, du Nunjux, des ERB, dans d'autres technos, ou même le bon vieux PHP directement, vous avez déjà quelque chose un peu plus robuste par construction. Donc là, on va mettre une liste. On va dire qu'on s'occupe de la playlist
des vidéos pour débutants. Donc sans doute quelque chose de ce style-là. Et on va et donc on va ce qu'on veut, c'est un lien vers l'URL. Ah! Sachant que le lien vers l'URL, je l'ai déjà dans le modèle SQL et dans la base d'exemple. Donc ça, on va pouvoir l'obtenir sans effort. On va juste faire ce travail de templating et ce travail de consommation des data types dans le code de template. Donc ça nous produit quelque chose à peu près de ce style-là. Voilà, donc c'est très moche parce que c'est pas mis en page. Mais c'est l'idée. C'est vraiment l'idée. Donc ça c'est pas mal. Et ce qu'on avait dit, c'est qu'on voulait la date en plus. La date de diffusion. Donc la date de diffusion. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer d'obtenir une sorte de petits cartouches pour chacune des vidéos. Un peu dans le style de ce qu'il y a là. Vous avez vraiment une taille fixe en verticale. Vous avez une unité. Ça fait un bloc qui se tient et ça matérialise vraiment l'unité chacun des éléments. Donc c'est pas, moi je parle avec mes mots, je connais pas toute la théorie qu'il peut y avoir autour, mais j'en connais certains qui seraient qui pourraient donner plus de détails sur ces questions-là que moi. Je serais ravi de pouvoir les accueillir à mon micro aussi si c'était possible. Donc là la structure en fait elle est à ce niveau-là. Donc là en fait ce LI c'est une vidéo. Donc on va mettre une classe CSS, comme ça on obtiendra. On aura l'opportunité de la styliser. Et donc, ce qu'on voulait en plus, c'était la date. Donc on va être bête, on va faire ça comme le reste. Et cette date-là, donc là, probablement qu'elle devra être elle doit être affichée dans un format qui est localisé. Et on va commencer par le faire en français. Et donc l'épisode 4, de toute façon le contenu est en français, donc pour l'instant je vais pas aller plus loin, ça sera du français. Alors si pas de bêtises, l'épisode 4 c'était le 23 janvier. Janvier 2018, là il me manque des choses comme les espaces insécables et ce genre de choses. Donc l'épisode 3, comme c'était hebdomadaire, ça sera évidemment le 16 janvier. Bon, alors vous êtes venu pour du Haskell, pour l'instant c'est pas du Haskell, c'est du HTML, donc remboursé, il y a arnaque. Alors, donc ça c'est notre HTML. La différence par rapport à notre templating, c'est donc le header qui est nouveau, c'est le contenu de chacun des LI. Donc on va maintenant s'occuper de ça, le modifier en conséquence. Alors, le header, on va commencer par ça. Donc le header, c'est au même niveau que le body, comme vous le savez. Et dans notre header, qu'est-ce qu'on a? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement le sortir. Créer une fonction. On va créer une fonction qui envoie donc du HTML, comme tout le reste de ce document. Et ça sera, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Il y aura donc le titre de la vidéo. Et là, il va me falloir extraire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met en dur? Est-ce qu'on met en dur? Pour l'instant, on va le mettre en dur, c'est pas très grave. Et puis on va mettre le méta pour forcer l'encodage, même si
Dans ce cas particulier, c'est pas utile parce que le servant le fait par des headers et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien par rapport au HTML qui est servi depuis le file system. Mais ça devrait nous donner, si on est optimiste, quelque chose comme ceci. À peu près comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit que ça va pas du tout, mais c'est normal, c'est parce que header, bah, en fait, ça rentre en collision avec ce qui est une balise HTML par ailleurs. Ce qui est pénible là pour le coup. On va tricher. Title, bah pareil, hein, ça rentre en collision. Là, on va utiliser le title du paquet HTML5, parce que c'est une balise HTML qu'on utilise là. Et semble-t-il que ça fonctionne à peu près, ouais. Ça compile encore, hein. Et on va tester que ça marche encore, hein. Donc là, j'ai rien fait de particulier, hein. On a fait comme le templating qu'on a fait il y a 3 semaines. Rien de nouveau. Si vous avez des questions sur la syntaxe, sur ce que je viens d'écrire, que je vais trop vite, faut pas hésiter à me le dire. Mais je considère que là, bon, c'est plus de la révision qu'autre chose, hein. Et donc cette fois, on devrait. Voilà, maintenant on a le titre. Si on inspecte le contenu du document, on va s'assurer aussi que c'est écrit tout petit ici. Je peux pas zoomer malheureusement, mais vous avez bien le charset qui est configuré. Donc le reste n'a pas bougé. Donc maintenant, il va falloir modifier les items. Donc, on avait dit qu'on rajoutait le class name sur le LI, on mettait vidéo. Donc, je ne vais pas tester à chaque fois, hein. Là, c'est mécanique, on fera une passe quand on aura fait l'essentiel du travail. Et alors là, c'est là qu'on va devoir changer un peu plus de choses. Donc déjà, le titre, ce n'est plus un span, c'est une balise A dans une div. Donc on va modifier tout ça. Donc on a toujours ce class title, mais maintenant c'est une div. Et son contenu, c'est plus directement le titre, mais c'est une balise A. A. Balise A. Et donc on va rajouter un lien vers la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait on va créer une fonction pour ça, link to video v par exemple. On va sortir ce code-là. Donc ce code-là, il prend une vidéo et il vous renvoie, comme tout le reste, hein, du HTML. Donc si je copie-colle l'existant, ça ne fait que sortir, extraire le code sous forme d'une fonction à part, donc ça devrait continuer de marcher. Et donc ce qu'on veut faire ici, ça correspond à ce bloc-là. Donc en fait, en écrivant ceci, tout HTML d'un texte, on s'est contenté d'afficher du texte inline, donc à peu près comme ceci. Donc on va devoir ajouter un A, englober ça, et en fait le texte lui-même, il reste là, il reste présent, c'est le même texte, sauf qu'au lieu d'être le contenu du span, il est le contenu de la balise A, du lien. Donc en fait on n'est pas trop loin du compte, hein. Ce qu'on veut c'est un A qui contient ceci. Et c'est un A qui a comme attribut href une URL. Donc URL, d'où elle sort, là il va falloir l'extraire de la vidéo, de la même façon qu'on a extrait le titre de la vidéo. Donc je ne sais plus comment ça s'appelle, je sais plus où est-ce que c'est, donc on va repartir de notre propre code source et aller l'explorer. Donc dans le module database, si on regarde sa signature, bien elle a un titre qu'on a déjà vu et URL, donc ça tombe bien, on peut utiliser ça directement.
Et URL, on va l'utiliser comme ceci avec le préfixe pour éviter les éventuelles collisions de noms, parce que je suspecte qu'il y en aura une. Évidemment, il faut l'appeler sur la vidéo, hein, sinon ça ne marche pas. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'on voulait faire, mais ça ne compile pas. Alors ça ne compile pas pourquoi? Pour toujours des histoires de représentation des chaînes de caractères. C'est notre fardeau en tant que développeur Haskell, hein. C'est vraiment la partie la plus pénible au début quand on débute. Après, une fois qu'on a pris un peu l'habitude, c'est pas non plus la mer à boire. Mais en gros, là on a une chaîne de caractères, hein, donc une liste de chars. Et ce qu'on veut, c'est obtenir un attribute value. Et un attribute value, comment on s'y retrouve? Eh bien, on reprend la doc de Blaze HTML. Et alors, c'est un attribute value, donc ça sera dans les attributes. Donc là, il y a toute une variété de paquets. Juste pour se retrouver dans Blaze HTML, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez en fait un certain nombre de variantes du HTML qui sont supportées. Vous avez trois variantes du HTML4, le HTML5 et The Dreadful XHTML1. Il y a même du XHTML5, je ne vous cache pas que j'avais oublié que ça existait. Et donc pour chacun de ces cas-là, vous avez HTML qui contient les balises HTML et HTML.attributes qui contient les attributes de chacune de ces balises. Donc là, attribute value, probablement que ça sera défini dans attributes. On peut le supposer. Et c'est-à-dire que c'est probablement le cas, donc on suit les liens. Et qu'est-ce qu'on a? En fait, attribute value, c'est un data type, mais c'est un data type sans constructeur, donc vous ne pouvez pas vous-même obtenir une valeur de ce type-là. Alors comment on fait dans ces cas-là? Bah, soit le module expose des fonctions, des sortes de constructeurs alternatifs, hein. Typiquement des fonctions de parsing, hein, c'est souvent le cas pour des types très bas niveau ou des types qui représentent des données spécifiques à, je ne sais pas moi, un driver de base de données SQL par exemple. Et donc ces choses-là, vous ne les faites pas vous-même, mais vous pouvez être amené à les croiser de temps à autre. Et donc soit vous avez des smart constructors, c'est-à-dire des fonctions en complément, soit vous avez quelque chose dans les type classes qui sont implémentés qui vous permettra qui vous permettra de le créer. Et il s'avère que c'est le cas avec isString. Et isString, on l'a déjà croisé. isString, c'est une type class un peu spéciale parce qu'elle est associée à l'extension de langage Overloaded Strings, qui vous permet un peu magiquement de convertir une chaîne de caractères littérale, c'est-à-dire celle que vous écrivez avec les guillemets dans votre code source, dans le type qui vous intéresse et qui n'est pas forcément string. Donc par exemple, quand on écrit un parseur JSON avec from JSON, les clés que l'on manipule pour identifier les différents attributs dans un objet JSON, ce sont en fait des textes du type texte. Mais évidemment, quand on écrit du code source, on va écrire. Donc là, c'est pas le cas sur celle-là. Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'on avait mis les parseurs? Ah, c'était là-dedans. C'est dans types. Voilà, donc en fait, par exemple, ici, là, on va aller extraire de l'objet JSON qu'on reçoit pour ce type-là, la clé, le keyword, pardon, la clé data. Et ça, ce type-là, c'est en fait un texte. Mais sauf que quand vous écrivez ça sans l'extension de langage, ça sera considéré comme une chaîne de caractères classique. Et donc, isString, c'est supporté à la compilation par cette extension de langage. Et ça marche de la façon suivante, c'est vous avez dans la signature de la type class isString, une seule fonction à implémenter qui est fromString, qui prend une chaîne de caractères classique et qui va la convertir dans le type qui vous intéresse. Donc isString, comme toutes les types classes, c'est un type paramétré. Et ce A là, on le retrouve en sortie de la fonction fromString. Donc c'est un petit peu comme read. Read, pareil, hein, une chaîne de caractères d'entrée, vous produisez un A. Et ce A dépend du type qui vous intéresse.
Et donc en fait, c'est ce qu'on va faire ici. On va profiter de FromString pour convertir une chaîne de caractères en attribute value. Et c'est fait de façon implicite dans la plupart des attributs value qu'on a croisés jusqu'à présent. Par exemple, title, c'est un attribut value. Et quand on écrit ça, ben, ça convertit automatiquement la chaîne de caractères en attribut value. Donc là, il va falloir qu'on fasse en fait directement appel à FromString pour la convertir dans le type qui nous intéresse. Alors là, il la connaît pas parce que c'est pas, en fait, c'est pas importé de base. Il faut aller importer FromString depuis le paquet data.string. Donc c'est lui qui contient ce type-là. Donc on importe data.string FromString. Ah, ça compile. On va retester parce que là, ça serait, c'est un changement un peu plus intéressant déjà. Donc ça, c'est la version prototype qu'on avait faite directement dans HTML. Ça, c'est ce que nous produit le serveur. Donc là, est-ce qu'on a bien ce qu'on veut? Bah, ça semble être le cas. Voilà, donc ça me semble pas mal. Donc on a, pour la vidéo 3, bah, on a bien celle qu'on veut. Donc là ça fonctionne. Il nous reste toujours ce tiret malheureux, et donc on n'a pas fini le travail d'adaptation, d'intégration des nouveaux mock-up. Donc list tags, lui, il doit changer. Il doit changer comment? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça que je veux faire. Ah! Voilà, revenons dans notre setup d'origine. Donc list tags, maintenant les tags, ils sont pas présentés par des spans que l'on sépare d'une virgule, mais c'est une simple énumération de spans dans un div qui les englobe. Donc là, comment on fait? Il faut qu'on regarde comment se passe l'alternative entre des tags, au moins un tag et zéro tag. Donc quand on n'a pas de tag, ben, on affiche rien de spécial, vraiment rien du tout. Donc ça, pour le coup, ça change rien. On a toujours même petit le HTML vide quand il n'y a pas de tag, et quand il y a au moins un tag dans tout le reste des cas. On a plus ce tiret qui traîne, et il nous faut maintenant corriger le display tags. Et alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, en fait, là, c'est plus simple qu'avant, parce qu'en fait, on va faire la même chose pour tous les éléments, pour tous les tags. Donc ça n'a pas changé. Et on va plus s'embêter à mettre la virgule entre les deux. Donc en fait, ce séparateur là, on va l'enlever. On n'a plus besoin de faire ça. Donc on enlève du code. Ça, c'est mon exercice favori. On regarde ce qui se passe. Donc là, il nous explique qu'il y a des imports qui sont inutiles, qu'il y a des fonctions qui ne sont plus utilisées. Donc ça, c'est du code mort. Donc on va s'exécuter. Donc intercalate separator est défini mais n'est plus utilisé, c'est normal. Text separator, idem, donc on supprime. Donc c'est pas choquant, c'est ce que je viens d'expliquer. Ça c'est en plusieurs, on n'a pas tout d'un coup parce qu'il ne sait pas prendre ces décisions là, mais il s'avère qu'il y a encore du code qui n'est plus utilisé. Voilà, donc là on a passé la compilation de ce module là, donc ça veut dire qu'on l'a fait avec succès. Et alors ce qu'il nous reste à faire, c'est eh bien en fait display tag. En fait, il y a deux choses. C'est que maintenant on a un div qui englobe tout ça, et on change le contenu de chacun des tags. Donc on va commencer par chacun des tags. Qu'est-ce qui change? Alors il s'avère qu'en fait ça change rien pour les tags. Donc ça c'est une bonne chose. On a toujours la liste de span. Et ici on va concaténer les spans, certes, et on va surtout les englober dans un div. Donc cette expression-là,
elle vous renvoie un HTML, hein. Ça c'est ça c'est absolu, hein, parce que c'est le type de retour de l'expression de la fonction list tags. Donc on sait que ceci, ça vous renvoie du HTML. Ça veut dire que l'on peut le passer en argument d'une autre fonction qui prend un HTML comme contenu, tel que div en fait. Donc on peut construire un nouveau div dont le contenu, ça sera ceci. Voilà, ça compile, donc ça c'est correct. Et ce div là, ça correspond à ceci. Et donc on va aller rajouter le tag, la class name, hein, comme d'habitude. Et cette class name c'est tags. Salut Thomas! Salut Stan! J'adore ce preview du code, mais tellement, c'est mon activité favorite. Surtout quand vous avez le compilateur qui vous dit Hey, ça s'est bien passé, tu n'as rien cassé. Ça c'est cool. Surtout quand il vous dit Hey, tu pourrais aussi enlever ça, en fait ça ne sert plus à rien non plus. Alors là, c'est bonus. Ok, donc là on a quelque chose qui devrait à peu près marcher, de tête, hein. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Donc c'est moche, mais c'est correct. Donc si vous avez de bons yeux, vous pouvez zoomer et vous rendre compte que... Enfin, vous rapprochez votre écran du coup parce que j'ai pas de solution à vous proposer. Se rendre compte de deux choses. La première, c'est qu'on a bien ces tags dans un div comme attendu, et que quand il n'y a pas de tag, il n'y a pas ce div qui traîne tout vide. Donc là, c'est très bien. Très content. Ouais, on a ce tag qui englobe chacun des deux divs, div du tag JSON et div du tag SQL. Voilà. Et là, on a là-dedans, on a que la vidéo avec le lien, c'est tout. C'est un succès. En revanche, ce qui manque par rapport à notre mockup, c'est la date. Et alors là, je pense que en fait, on va être embêté parce qu'on n'a pas forcément l'information actuellement dans le modèle. Si on regarde vidéo, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a pas la date. Ah. Il n'y a pas la date, mais il y a la description. Les deux sont utiles. Les deux sont utiles. Donc on va rajouter la date. Et là, on va pas être trop subtil. On va juste mettre une date, pas un date time ou un timestamp. Parce qu'il ne s'agit pas forcément de pointer un instant précis dans une chronologie, mais il s'agit juste d'indiquer une information calendaire de à quel jour ça s'est passé, pour donner des repères et pour aussi présenter ça peut-être sur une frise, mais de façon très sommaire, hein, pas une façon détaillée. Donc la vue calendaire à la semaine ou au mois, ça irait assez bien. Donc là, il nous faut quelque chose qui soit du type date ou approchant. Et alors là, je vais être honnête avec vous, je ne me souviens jamais de ce qu'il faut utiliser. C'est un peu fouillis. Donc on va aller dans la doc. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cet outil, hein, j'en parle très fréquemment, il s'agit de ZEAL, Z-E-A-L, qui est en fait une sorte de clone d'un soft Mac qui s'appelle Dash. Et il réutilise les doclets les docsets fournis par Dash. Bon, il présente que c'est avec la courtoisie de Dash. Je ne sais pas ce qu'il en est en vrai, hein, mais c'est très pratique. Donc vous pouvez vous faire votre petite inventaire de docsets. Nombreux parmi ces docsets sont mis à jour assez fréquemment. Donc c'est assez agréable. Et une fois que vous avez téléchargé, vous êtes complètement offline sur la doc, ce qui est quand même, on va pas se mentir, plutôt agréable et ça dépanne assez souvent. Ça indexe sa doc, hein, c'est l'intérêt de ce genre d'outil. Donc ça vous permet d'explorer une doc et notamment un écosystème que vous connaissez pas bien. Et à titre d'exemple, moi je me sers de la partie exploratoire pour des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui nous intéresse ce soir, mais comme Ansible par exemple,
pour lesquels souvent je ne sais pas, même pas où chercher, comment ça s'appelle, ou la conf Nginx, ça m'arrive assez fréquemment. Postgres, ben, vous avez rapidement l'accès à la syntaxe, ce qui est quand même assez agréable, parce que je me souviens pas toutes les subtilités de la syntaxe SQL par cœur. Et pour ce qui est d'Haskell, en fait, on va s'en servir vraiment pour les librairies et les librairies principales. Ça n'inclut pas toutes les librairies de l'écosystème. Il y en a un bon nombre qui manquent alors qu'elles sont très populaires, comme Aizen par exemple. Vous n'avez pas la doc d'Aizen dedans, ce qui est bien triste. Euh, mais bon, c'est pas fourni dans le package de base d'Haskell. Dans le paquet de base, vous avez en gros ce qui est fourni avec GHC, je caricature, et quelques libs tierces. Mais en ce qui nous concerne, ça sera suffisant pour ce qu'on a à voir ici. Et donc ce qu'on veut, donc, c'était quelque chose qui représente une date. Donc quand je cherche date dans la doc Haskell de mon deal, bon bah j'ai quand même pas mal de choses qui matchent. C'est pas très satisfaisant pour l'instant. Alors là, je fais comme je ferais en vrai, hein. Il n'y a pas de différence. Bon, c'est pas, je trouve pas ce que je veux là. En revanche, je vois des choses qui pourraient être assez intéressantes. Data.time.calendar dans une bibliothèque qui s'appelle Time Library. Donc, on va aller, en fait, on va plutôt aller piocher dans cette bibliothèque-là. Et ça devrait sans doute beaucoup plus nous aider. Donc en fait, un peu comme d'hab avec une bibliothèque, qu'est-ce qu'on fait quand on l'explore? En fait, souvent, on va aller regarder le module le plus haut niveau, celui dont le chemin est le plus court, parce que c'est un peu par convention considéré comme le point d'entrée. Il y a des exceptions, par exemple ici, le point d'entrée n'est pas très instructif, mais souvent ce module-là rassemble les types et les fonctions les principales de cette librairie, et au passage, on donne quelques exemples et des cas d'usage. Je vous invite par exemple, si vous voulez faire du JSON en Haskell, à aller regarder l'équivalent pour ASON. Donc le paquet data.ason sur Akash vous donnera quelques exemples et des choses à considérer. Et après, certaines fonctionnalités plus avancées ne sont pas exposées par ce module-là. Il faudra aller regarder les sous-modules. Bon, ici, en fait, le data.time ne fait que vous indiquer 4 des principaux paquets qui pourraient nous intéresser. Data.time.format, on va pas le regarder parce que c'est, comme son nom l'indique, pour faire de la mise en page, la localisation, mais la localisation du formatage, pas vraiment la localisation. Donc comprendre le formatage en anglais, donc c'est pas forcément ce qui nous intéresse. En revanche, il reste calendar, clock et local time. On va les prendre les uns après les autres. Alors, data.time.calendar, ça vous permet de manipuler des days. Donc ça vous permet a priori de référencer une date calendaire. Donc ça tombe bien parce que le nom du paquet est tout à fait indiqué pour cet usage-là. C'est un calendrier julien. Nous, on va considérer plutôt le calendrier grégorien, et au passage, on remarque que les fonctions utilitaires sont déjà un peu plus riches. Donc vous avez pas mal de petits trucs, vous inviterai à regarder en détail si vous êtes curieux, mais des fonctions de conversion dans les deux sens, que ce soit depuis un day vers des choses que l'on sait afficher nous, comme année, mois et jour. L'inverse est vrai aussi. Vous avez un petit peu de formatage très basique. Vous avez quelques opérations de calcul, et notamment de savoir si c'est une année bissextile, hein, ce qui est fascinant comme implantation. Pas très difficile à faire, mais c'est toujours rigolo. Je crois que c'est juste module 4, hein, il me semble, la source. Ah, c'est pas si simple, c'est module 4 sauf les modules et module de 400, mais pas les modules, pas les années, pas les 100. Ok, intéressant. Je ne savais plus.
Donc en gros, c'est ça qu'on veut. On veut un day. Je pense que le day va suffire. Donc on va importer ça. C'est parti. Donc on avait dit day. Allez, on va limiter les imports. Donc là, il lui manque la dépendance. Bon, classique, hein, c'est toujours la même petite danse des dépendances. Vous avez l'habitude. Comme time est un paquet très très utilisé, bah, il est dans les dépendances indirectes. Donc Stack en est conscient ici. Donc c'est pour ça il vous le suggère. Et là, évidemment, on a changé la signature du constructeur. Donc on est passé de 3 à 4 champs. Donc là, on a quelques petites choses qui vont arrêter de marcher. Donc on a en fait les deux instances des type class d'interface avec la base de données SQL. Il nous faudra en conséquence aussi modifier les requêtes SQL pour que les colonnes que l'on renvoie correspondent aux informations que l'on veut stocker dans cet objet. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'avant de s'embarquer là-dedans, on va faire ça en sauvage et en fait ne pas tenir compte de ces valeurs-là pour l'instant et les mettre en dur quand on les lit plus la base. Ce qui me permettra de jouer avec les écrans rapidement sans s'embarrasser de choses très concrètes. Donc comment on fait tout ça? Bah là, on va pas écrire un parseur, on va écrire. Je vais peut-être un peu vite, hein. J'en pense ce qu'il n'y a pas. Alors, on a deux instances de type class à corriger. La première, c'est toRaw qui va convertir votre data type vidéo vers en gros un tuple, hein, en fait, à peu près, hein. Un tuple, enfin là c'est une liste, mais c'est équivalent, mais qui en gros va mettre à plat votre data type pour faire correspondre aux colonnes dont vous avez besoin pour insérer un élément dans la base de données. Et donc en fait ici on va négliger le champ date, on va pas le persister parce qu'on n'a pas encore la colonne. En revanche, on a besoin de corriger le pattern matching qui est utilisé ici. Le constructeur prend 4 arguments désormais, donc cette expression-là n'est plus valide. Donc il nous faut en fait rajouter un nouvel argument date. Et en fait, on s'en sert pas, on va pas le persister, donc en fait, on va pas le nommer, on va mettre underscore. Et il nous faut aussi corriger le constructeur. Le constructeur prend 4 arguments, et ici, on lui a passé 3 arguments. Donc il nous faut passer un quatrième argument. Et comment on fait ça? Ben là, même chose, mais dans l'autre sens. On ne peut pas lire le champ parce qu'on n'a pas encore la colonne dans la base de données. Et surtout, on ne le renvoie pas dans la requête select, hein. Mais on peut tricher un petit peu et mettre une valeur constante, une valeur en dur pour le bien de l'exercice. Et comment on fait ça? Donc là, il faut regarder ce que c'est que ce field, quels sont les types qu'on manipule ici pour savoir on va le moquer. Donc on retourne sur ce PostgreSQL Simple et sur from row en l'occurrence, ça tombe bien. Alors from row, on doit implanter cette fonction from row, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et from row, lui, c'est un row parseur. Ça renvoie un row parseur du type A, le type A ici est vidéo, donc un row parseur de vidéo. Et comment on fait un reparseur? Eh bien, soit on a un reparseur à partir de type déjà tout prêt. Euh, non, pardon, excusez-moi. Soit on a un from row à partir de choses de type collection, enfin tout ce qui permet de contenir des valeurs comme les tuples, comme les listes, hein, comme des variantes des listes avec vector, avec les listes. Je ne sais plus ce que c'est ce truc-là. Enfin, tout ça, ça permet de stocker des données, c'est des sources c'est des boîtes, hein. Mais nous, on va écrire un raw parseur spécifique pour vidéo, ce qu'on a fait ici. Et raw parseur, qu'est-ce que c'est? Raw parseur, c'est le bon vieux monade functor applicative.
Et c'est notamment le fait que ce soit une applicative qui nous permet d'écrire cette syntaxe-là. Donc je considère que maintenant qu'on l'a déjà vu à suffisamment d'occasions, notamment avec des parseurs JSON, donc je vais pas forcément rentrer dans le détail. Mais vous pouvez vous en faire une intuition assez rapidement. En gros, notre constructeur vidéo, on va l'appliquer indirectement à chacun de ces parseurs-là, et ça va construire un parseur de plus haut niveau, un parseur de vidéo à partir de parseurs plus élémentaires. Et en fait, comment on fait? En fait, on va écrire un parseur constant, on va écrire un parseur qui renvoie toujours la même valeur. Donc ça sera un date field. Écrivons cette fonction-là, date field. Donc date field, c'est quoi? C'est un row parseur de day, le type day, parce qu'on veut renvoyer un day comme quatrième argument de vidéo. Et son implémentation, c'est quoi? En fait, on n'a pas spécialement de contexte sur lequel l'évaluer, on ne sait pas exactement sur quelle ligne on est, c'est constant, donc on va toujours envoyer la même date, la même day. Donc il nous faut un day, et ça sera quoi ce day? Ça sera par exemple la date du jour écrite en dur, donc ça peut être, je me suis perdu dans un doc, c'est ici. Ça peut être, en utilisant ce constructeur-là, qui est le constructeur un petit peu mécanique, on va mettre une valeur qui marche, et on va l'appeler donc from Gregorian 2018 02 20. Donc pas 02 pour pas avoir le 0 qui traîne, mais 2 et 20. Donc 20 février 2018. En fait, il ne connaît pas reparseur parce qu'on l'a pas importé, mais je laisse juste pour le travail, là, pour la partie de développement, mais on n'en aura pas besoin après, on va l'enlever. Et from Gregorian, il connaît pas, donc ça vient de datatime.calendar, hein, avec day, donc tout ça vient avec. D'ailleurs, il nous suggérait de rajouter dans la liste des imports de ce module-là, donc même si vous avez oublié, souvent il peut vous donner des indices. Et alors là, ça ne matche pas parce que ici, ce qu'on fait, c'est qu'on construit un day et pas un row parseur de day. Donc il faut qu'on renvoie cette valeur de day dans un row parseur. Et comment on fait ça? Eh bien, en fait, on peut prendre on profiter de l'instance d'applicative sur row parseur. Comment on va s'en servir? Eh bien, en fait, ce qu'il nous faut, c'est on a un A, on a un day, et on veut le renvoyer dans un row parseur de day. Et ça tombe bien parce que c'est exactement la signature de cette fonction-là, pure. Donc cette fonction pure permet de renvoyer dans l'applicative, dans row parseur, une valeur fixe, une valeur concrète. Et donc c'est ce qu'on va faire, on va mettre des parenthèses pour que la portée des fonctions soit respectée. Et ça devrait, voilà, ça nous fait avancer. Donc ça ne compile toujours pas, mais ça ne compile pas pour d'autres raisons. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il nous a un petit peu nous donne plus de détails. Alors en fait, là maintenant, ça passe pas dans le petit jeu d'exemple qu'on avait codé au début, parce qu'évidemment, ce constructeur-là est appelé ici aussi. Et là, on va mettre des valeurs plus concrètes. Donc on va faire pareil, from Gregorian 2018. Et on avait mis quoi dans les exemples? On avait dit que c'était 23 et 16 janvier. Là, c'est le 23 janvier. Et ça, c'est le 16 janvier. Il connaît pas from Gregorian. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Donc on va l'importer. Hop, on n'importe que cette fonction-là, ce qu'on pose dans le type day. Et ça a l'air de compiler tout ça. Hein. Ça compile. Qu'est-ce que ça donne? Hein?
Ça, c'est l'exemple. Ah, il n'y a pas la date. Il n'y a pas la date parce qu'en fait, j'ai juste oublié de le rajouter dans le template. Donc maintenant qu'on a le champ date sur la vidéo, on va pouvoir l'afficher dans le templating. Donc à quel endroit on fait ça? On fait ça comme on a fait les tags. Donc de la même façon qu'on a fait les tags, on va afficher la date sur la vidéo. Vidéo date de la vidéo. Donc ça prend une vidéo, ça me renvoie du HTML. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quoi la spec? La spec c'était que, donc c'est ce bloc là. Donc on renvoie un div, hein. On fait un div, donc h.div. On a la class name date et on fait du HTML à partir de la date. Et là, ça ne compile pas parce que en fait, notre day, c'est pas quelque chose qu'on peut convertir en HTML tout de suite. Donc il nous faut un moyen de le serialiser, de le formater. Donc est-ce qu'on peut prendre un petit raccourci pour pas y passer la soirée? Quel raccourci on peut prendre? Est-ce qu'on n'a pas en stock ici première variante? Alors on peut se contenter du format ISO dans un premier temps. Ça sera un bon début. Donc on va utiliser show Gregorian. Donc show Gregorian, on l'affiche, on l'utilise en intermédiaire ici sur cette date là, sur ce day là. Et ça va supposer comme d'habitude d'aller l'ajouter dans la liste des imports. Yeah! Voilà, donc ça fonctionne. Bon, il y a plein de défauts, hein. Il n'y a pas le format qu'on voulait, c'est des valeurs en dur, mais maintenant on va pouvoir se concentrer sur le fait d'aller rajouter cette colonne dans la base de données SQL. On va aller. Maintenant, aujourd'hui, c'est un concentré de tous les petits trucs qu'on avait fait dans les épisodes précédents. Donc on retraverse toute la stack, depuis le HTML jusqu'à la base de données SQL, de bout en bout. Donc là, la démarche, c'était de dire on triche un peu pour faire marcher une partie. Quand la partie marche, on passe au reste. Et c'est quoi l'astuce pour faire le travail à moitié à chaque fois? Ben, c'est un data type. Et là, c'est notre bon vieux data type vidéo sur lequel on peut s'arranger pour remplir les trous avec des données d'exemple pour bricoler en attendant d'avoir quelque chose qui marche de bout en bout. Et une fois que vous savez que ça fonctionne, que le mock-up, que l'écran que vous cherchez à faire, ben, ça tient debout et que c'est pas ridicule, que ça marche à l'usage par exemple, que vous avez validé le principe, hein, ben après vous pouvez faire le reste du travail qui en soi n'a pas d'intérêt particulier, n'a pas de valeur en soi, si ce n'est d'être affiché à l'écran. Donc si ça vous demande un effort non négligeable pour aller rajouter une colonne SQL, l'alimenter, faire toutes les opérations de tuyauterie intermédiaire pour remonter l'information, mettre à jour le back-office pour la mettre, pour pouvoir l'éditer, enfin tout ça c'est du boulot en fait, hein. Mais si c'est pour s'en compte au final que dans l'écran utilisateur ça marche pas, bah vaut mieux s'en être assuré avant. Donc c'est une façon de tricher un petit peu là-dessus. Et quand on parle de base SQL, mettre à jour une base de données SQL en prod, bon, bah, c'est une opération qui est pas si fréquente que ça, qui demande un petit peu de rigueur tout de même. Donc c'est pas non plus, c'est pas aussi simple que pousser du code par exemple.
Et c'est un peu plus engageant. C'est que si on s'est trompé ou qu'on doit faire machine arrière, bah, c'est un effort spécifique aussi, qui demande de se concentrer, de préparer ça un petit peu tout de même, pour pas casser la prod par exemple. Donc on aurait intérêt de s'assurer avec notre designer, avec notre product manager, avec idéalement des utilisateurs que ça marche. Voilà, donc on va rajouter maintenant la colonne SQL et mettre à jour les requêtes et mettre à jour les parseurs qu'on a un petit peu bricolés en attendant. Donc comment on va faire ça? Alors, jusqu'à présent, on avait fait une création de table, une deuxième création de table. Donc, on va rajouter un fichier SQL pour altérer le schéma de la table vidéos et rajouter une colonne. Donc, avant que ça soit l'enfer à gérer, je vais regrouper ça dans un dossier et on va appeler ça Migrations par exemple. Et on va déplacer ces sources-là dans le dossier Migrations pour que ça soit un peu plus facile à gérer après. Voilà. Et on va rajouter un script alter table videos. Et on va dire que c'est ajoute une colonne qui s'appelle date. Et c'est du SQL. Alors, comment on fait tout ça? Alors, vous avez deux options. Vous avez un expert PG sous la main. Par exemple, prenez un stan frais, un stan du matin. Ou sinon, vous allez lire la doc, hein, ce qui est souvent le cas le plus simple. Et ce soir, on va faire ça. PSQL. Voilà. Alors, alter table. Alter table, comment ça marche? Alors, alter table, ça fait partie de ces commandes où il y a 40 000 expressions, sous-expressions, des choses plus compliquées que d'autres. Mais en gros, ce qu'on veut nous, c'est ajouter une colonne, hein. Donc, add colonne, ça semble être quelque chose qu'on peut grepper là-dedans. Donc, add colonne. Très bien. Très utile. Donc, comment ça marche, alter table? Donc, vous avez alter table, des choses optionnelles, une chose optionnelle, le nom de la table. Donc, voilà, légitime. Et après, une action. Et parmi les actions, vous avez le fait d'ajouter, bon, implicitement, si on ne précise pas, c'est une colonne, hein, mais ça pourrait être autre chose. Ajouter une colonne dont le nom sera, dont voici le nom et dont voici le type. Donc ça semble assez simple. Donc on va y aller. Alter table videos, add colonne, date, dont le type est. Et alors là, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va essayer d'utiliser quelque chose qui correspond à peu près à une date, hein, histoire de profiter de PostgreSQL. Ça serait dommage de s'en passer. Et j'avoue ne plus savoir comment on manipule tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un résumé des... Ah ben voilà, ça sert de data types. Alors, data types. Ouais, bah en fait on était bien tombé, hein, c'est ça qu'on cherchait. Dates are counted according to the Gregorian calendar, c'est très bien. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut utiliser?
Ah, voilà. Oui, donc en fait, c'était écrit là. Je cherchais quelque chose en majuscule, je sais pas pourquoi. Donc en gros, vous avez timestamp, date, time. Et nous, ce qu'on va vouloir, c'est date, hein. Date, ça me semble pas mal. Donc on va utiliser ça. Donc on a date qui est de type date. C'est pratique ça aussi. Alors date, c'est pas très instructif. On va essayer de mettre ça de façon un peu plus spécifique. On va dire que c'est publication. Non, c'est pas publication date justement. C'est stream date. Ouais, c'est stream date. Et puis on va essayer. Ah non, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de. Bah, voilà. Et on va s'assurer que la migration SQL fonctionne. On va relancer notre prompt pg. Voilà, et on va utiliser leur requête SQL ici. Ok, donc ça semble marcher à peu près. Et si on veut depuis videos, donc ça donne ceci. Donc c'est un string date qui n'est pas rempli évidemment, qui n'est pas rempli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait mettre à jour les valeurs pour ces deux cas d'exemple à partir de cette source-là. Donc on va faire du update. Ça va être un petit peu pénible, mais c'est un petit peu pénible. Comment faire? Comment on va s'y prendre? Non, ce qu'on va faire, c'est on va réutiliser les routines d'insertion en ligne de commande et on va les réévaluer ici. Donc on supprime toute la base et on va la réalimenter avec les données qui sont ici une fois qu'on aura écrit les requêtes d'insertion à jour. Donc maintenant mettons à jour la requête d'insertion dans la table vidéos. Donc on avait trois champs, trois colonnes, on va rajouter la colonne stream date. D'ailleurs je vais renommer ça stream date. Voilà, il faut que j'en nomme aussi ici. Donc c'est dans vidéo date, stream date. Et on va donc mettre à jour la requête d'insertion, donc c'est stream date. On rajoute un paramètre de requête. Et ça devrait donc ça devrait nous permettre d'insérer ces vidéos. Donc pour les insérer, il faut aussi que cette fois on rajoute ce champ dans la liste des champs que l'on envoie à la requête SQL, à PG.
Donc on va le rajouter. Et on va espérer que cette fois stream date soit que day soit connu déjà, en fait que PostgreSQL Simple sache écrire dans une colonne de type date un champ de type day en Haskell. Je sais pas si c'était très clair. Et apparemment ça ne choque pas plus que ça pour l'instant, donc ça nous semble plutôt pas mal. Donc essayons de lancer le REPL. Projet. Ok, alors dans le REPL, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à l'aise. On va juste gommer le prompt. Donc on va utiliser les vidéos dans les exemples et on va utiliser le module database pour comment dire pour stocker ces nouvelles vidéos. C'est quoi, c'est Explore? Non, c'est plus ça, je sais plus comment on fait. Ah, comment on fait pour inspecter le contenu d'un module? Il y a quoi? Il y a c'est browse. Ouais, c'est ça. Donc browse exemple. Donc on avait deux vidéos, l'exemple 1, l'exemple 2 et des tags. Donc les tags ils sont déjà en base, donc on n'a pas besoin de s'embêter. Et on va donc avec un pool de connexion, new pool, on va insérer des vidéos. Donc insert vidéo, comment elle se manifeste déjà. Après un pool de connexion, une vidéo, et ça vous dit si ça a marché ou pas. Donc on va essayer un pool et la vidéo exemple 1. Ça a marché. On insère vidéo pool et exemple 2. Ça a marché. Et maintenant on va lister les vidéos dans la base. Et donc on a deux vidéos avec les stream dates qui sont toujours écrites en dur depuis le parseur. Donc il nous manque cette étape-là. Donc on a fait le insert et on va les requêter aussi en select pour la remonter dans le data type Haskell. Donc pareil dans l'autre sens. Et cette fois en fait on va juste faire comme les autres. On va même enlever tout ça, on n'a plus besoin. Et ça devrait pas trop mal se passer. Donc évidemment en enlevant ce code là il y a des fonctions qu'on avait importées qui sont devenues superflues. On les renlève. Tac. Dans le REPL, on peut aller beaucoup plus vite à un résultat, s'assurer que ça marche beaucoup plus rapidement parce que la compilation est. Enfin, c'est pas vraiment la compilation, enfin, ça vous fait plus du check de syntaxe qu'autre chose, donc ça ne s'embête pas à produire des objets pour le lien, pour le linker après. Et là, alors là, si on a les yeux qu'on est réveillé, qu'on regarde attentivement, on va constater que c'est bon, les données qui sont en base sont cette fois remontées correctement. Donc là, on est content. Et alors, juste m'assurer que ça marche encore. Et après, oui, ça marche encore. Donc, si on redémarre cette fois le service HTTP, ça devrait nous afficher à peu près ceci. Yeah! Success! Donc voilà. Donc c'est en apparence assez proche de ce qu'on avait avant.
petite différence, c'est que là, il y a un retour chariot qui fait un espace et qui fait que c'est affiché différemment entre le HTML écrit à la main et le HTML généré par Blaze HTML. Donc, comme quoi, c'est pas évident de faire du HTML, du templating HTML quand même. Mais pour ce qui est de la structure générale, c'est OK. Donc, maintenant, on pourrait se contenter de faire le templating, faire la mise en page CSS. On va juste, parce qu'on a déjà l'information de description, rajouter le champ de description dans notre templating. Et puis on s'arrêtera là-dessus pour ce soir. Donc même principe hein, que pour la date et les tags, hein, on fait un div en plus. Donc on va dire vidéo description après la date. Et là j'anticipe un petit peu, mais je suspecte que ce sera plus simple après pour notre mise en page, pour notre layout CSS d'avoir les divs dans cet ordre-là. Mais c'est un peu d'anticipation plus qu'autre chose. Il n'y a pas vraiment de raison de le mettre là. Donc là, toujours pareil, c'est un div. Ce div, on va dire qu'il a pour class name description. Ça, on pourra faire une police de caractère peut-être plus fine. Gérer aussi du texte qui sera probablement assez long. Donc il faudra faire du retour à la ligne, éventuellement limiter la hauteur et faire du scrolling, ce genre de choses. Bon, les choses classiques d'affichage de texte. Et donc là, c'est le champ description cette fois, qui est. Enfin, il doit s'appeler description, je crois. J'ai un petit doute. Bon, en tout cas, ça va compiler, donc ça semble marcher à peu près. Success. Et si on rafraîchit, hop, voilà. Donc là ça s'est tronqué, mais en fait c'est tronqué parce que ce que j'avais copié-collé et inséré en base était tronqué. Hein. C'est pas les vraies valeurs. Donc voilà, on va profiter de ce dernier petit quart d'heure, parce que ça sera bientôt fini pour mettre tout ça dans Git et faire une petite pull request et refaire une petite passe rapide de ce qu'on a fait. Pas grand chose de nouveau aujourd'hui, c'était plus une petite révision de ce qui s'était passé les semaines d'avant. Et au-delà du simple fait d'écrire du code ou d'utiliser des bibliothèques nouvelles, il y a aussi l'exercice de faire évoluer une base de code existante qui est toujours intéressant. Et à remarquer aussi qu'on peut conserver cette démarche de faire des petits bouts par-ci par-là, de moquer des valeurs, même sur des choses qui sont de l'ordre de l'évolution. Ce n'est pas spécifique à faire un prototype dans un coin. Même quand on a un projet bien en place, on peut en moquer les grandes parties pour les nouvelles features ou pour des changements tels que ce soir on a fait ça sur la date, mais ça peut être sur d'autres choses plus compliquées pour séparer des exercices qui sont assez différents avec des enjeux différents. Et ajouter une colonne dans une base SQL, c'est un peu plus difficile que rajouter un div dans une template HTML. Donc c'est toujours garder ça en tête, c'est de garder la souplesse sur ce qu'on fait, ne pas s'embarquer dans des changements trop gros. Euh, Là, j'ai pas, on aurait pu faire des commits intermédiaires, par exemple, ce qui peut vous sauver la mise plus tard si vous vous retrouvez perdu au milieu d'un petit travail d'écriture de code, hein, ce qui arrive des fois quand on découvre un langage ou des bibliothèques. Et si vous avez déjà indexé les choses qui marchent, ben vous êtes un peu plus serein pour comprendre ce qui ne marche plus. Salut Joe, bonsoir et à plus du coup. Donc ouais, c'est sur YouTube et au pire, ça sera sur ce site web qu'on est en train de faire et qui sera en ligne un jour peut-être. Soon. Donc on passe par Git, c'est, c'est la traduction. À la fin, on passe dans Git. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé les fichiers SQL dans un dossier à part. Donc ça, je vais le committer tout de suite, ça va être tranquille.
move, move SQL migrations to specific directory. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a modifié le package.yaml, run.sh, la base de données, les données d'exemple, le serveur, le templating. Bon, voilà, un peu la totale, hein. On a une nouvelle migration SQL, donc on a fait des changements SQL, donc on va probablement les considérer eux en premier. Et partons de cela, donc ajoutons le fichier SQL, en tout cas dans l'index, et essayons de prendre les diffs qui se tiennent debout, qui vont ensemble et qui forment quelque chose de cohérent. Donc si on rajoute la colonne date dans le schéma, on a besoin de la bibliothèque time parce que c'est elle qui représente cette stream date en Haskell, donc on va l'indexer aussi. Ça n'a pas de rapport avec le reste, donc pour l'instant on passe. SRC pour database, qu'est-ce qu'on a changé? On a un nouvel import sur datatime comme calendar pour le type day, donc ça c'est ce qui correspond à notre colonne stream date. Et on a qu'est-ce qu'on a rajouté? Pourquoi il y a une diff après? Ah, ça c'est uniquement l'ordre de l'import. Ok, bon, très bien. Donc on a rajouté le stream date, donc ça on prend. On a modifié le toRow pour pouvoir l'insérer, donc on prend aussi. On a modifié fromRow pour pouvoir faire des selects, on prend aussi. On a modifié la requête SQL d'insertion, la requête SQL de lecture. Et on a modifié, du coup, comme on a modifié le data type vidéo, on va modifier aussi, on va indexer aussi tout le code qui tient compte de ce changement de signature. Donc celui-ci, c'est le cas. Celui-là aussi. Par contre, ça, static files, ça c'est pour servir le fichier d'exemple. Donc ça n'a pas de rapport avec ces modifs-là. Et pour ce qui est du template, en fait le template on le verra après, parce que comme c'est quelque chose qui consomme la donnée, c'est forcément en termes de dépendance après, donc on peut l'ignorer. On va juste faire un tour rapide pour s'assurer que ce que je dis, ça ne soit pas des bêtises. Mais on fait pas de pattern matching sur le constructeur de vidéo, on fait pas de choses comme ça, donc ça, on n'a pas besoin de le prendre tout de suite. Voilà, donc ça correspond à l'ajout de la colonne. Au passage, on va mettre à jour le nom du fichier parce qu'en fait, j'ai changé d'avis sur le nom de la colonne entre temps. Voilà. Et tout ça, on va committer avec un string. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on va prendre les modifs pour servir le fichier? Oui, on va les prendre. Ça non. Donc là, on ajoute ce qui concerne le fait de servir les fichiers d'exemple à côté. Et le templating n'a pas de rapport avec ça, donc celui-là on l'oublie. Et on va indexer aussi le fichier draft.html, comme ça servira de mémoire. Donc tout ça c'est sov example file, voilà, example files from public, non, web static sources from public directory. Voilà, et là il reste plus que ce qui est relatif au templating. Et donc là-dedans, qu'est-ce qu'on avait indexé, qu'est-ce qu'on avait fait comme modification? On avait on avait rajouté le header, on avait rajouté la date et la description de la vidéo, on avait changé aussi le HTML qui englobe chacune des vidéos. Rajouter le lien vers la vidéo en lieu et place de son simple titre. Et on avait changé la façon de présenter les tags. Ça se reposera entièrement sur le CSS pour la mise en page.
Alors, ce fichier run.sh, c'est le truc que je garde en local, donc ça, bon, je peux pas passer, je vais passer rapidement dessus. Voilà, je refais juste un petit coup de rebase pour trier tout ça. Non. Ah oui, tiens, les exemples, en fait, ils étaient pas dans les sources principales. Donc j'ai pas indexé ça de façon très très judicieuse, j'aurais dû me méfier. Qu'est-ce que j'avais fait sur ça? Ah ouais, tout est là, en fait. Tout est complètement là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ressortir les diffs. Voilà, je vais commit. Hop, et ça sera du fix-up des exemples. Hop, on continue. Et on reprend le rebase, -i. Et cette fois, on pourra le remonter comme ça. Hop. Voilà, donc ça, je vais pouvoir pousser ce qu'il y a là-dessus, sauf les deux commits de hack en local, sur une nouvelle branche qui sera live coding 8. Et ça permettra de faire une petite pull request. Ah mais Stan et Hussein, vous arrivez à la fin là, vous rentrez quand tout le monde, quand vous arrivez quand tout le monde s'en va là. Hop. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et on va faire un petit screenshot pour agrémenter la pull request. Même si bon, hein, on va pas se mentir, ce screenshot est une qualité assez douteuse. Hein. C'est pas du grand art. Hein. Hop là. Magnifique, hein. Magnifique, hein. Mon cher Stan, j'attends tes talents. Hein. J'attends tes talents avec impatience. Ils ne sauront que trop se manifester ce soir. Hein. C'est beau, et t'as vu, hein? Ouais, non mais là j'ai donné le meilleur de moi-même. Hein. J'ai fait du UL, du LI et des diffs dans tous les sens. Il n'y a pas une ligne de CSS. Donc voilà. Voilà. On va profiter de GitHub et de son affichage des diffs un peu différentes de mon terminal pour refaire une passe rapide. C'est quelque chose que je fais fréquemment. Et ça me permet d'être un petit peu, un petit peu schizophrénique, mais je vois des choses que je vois sur GitHub que je ne verrai pas dans mon terminal, dans mon éditeur de texte. Parce que c'est présenté différemment, parce que je suis dans une posture différente, parce que je suis plus sur mon clavier, je suis avec la souris, enfin je sais pas, ça fait une petite diff, un petit shift qui fait que je vois d'autres choses sur GitHub que je ne verrai pas sur mon terminal. Et probablement aussi que en fait, en regardant mes propres diffs, je me place dans la position du reviewer et je me pose d'autres questions aussi, avec l'habitude. Bon, c'est complètement schizophrénique, hein, je garantis. Bon, jusque-là, je suis pas choqué. Alors là, évidemment, il n'y a pas de notion de playlist. Pour l'instant, les vidéos qu'on affiche, c'est en fait l'intégralité de la base de données. Mais très probablement qu'on fera des listes, des playlists plus tard.
Et donc en fonction de la playlist que l'on affiche, le templating pouvant être le même, le titre variera d'une playlist à l'autre. Très certainement. Donc voilà, donc là c'est des choses assez mécaniques, hein, ça présente pas grand intérêt. Donc je vais pas faire de remarques. Ah, le duct tape qui manque, et ben lâche un commentaire sur la review, pas de souci. Mais il manquait déjà la semaine dernière, hein, c'était pas. Ça pour le coup, c'est pas une régression. Ouais, il manque le duct tape. Mais il manque que ça, c'est le draft.html, c'est hardcodé, hein, donc ne me juge pas là-dessus, hein, c'est pas fait pour durer ça. Mais effectivement, on peut quand même le mettre ici, ça fait pas de mal. On va rajouter duct tape. Alors duct tape, comment ça se passe déjà? Tac, tac, tac. Text Blaze HTML5. Eh ben, duct tape. Voilà. Merci, bonsoir. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué ces techno. Waouh. Est-ce que ça compile encore? Pif paf pouf. Ah, c'est vrai que ça marche pas sur ce repo là, c'est très pénible. C'est très pénible ça, je sais pas pourquoi ça fait ça. Sur ce repo, ce script là ne veut pas marcher. Ça m'embête un peu parce qu'il est quand même bien pratique, hein. Hop, voilà, c'est à jour. Début décollé. Hop là. Et voilà. Donc si vous n'avez pas plus de questions, je pense que ça sera à mon avis le cas parce que je ne vois plus personne sur le chat. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. À mardi prochain pour le stream débutant. Et si j'ai le courage ce week-end, peut-être stream plus avancé. Vous êtes là, mais vous ne posez pas de questions parce que vous savez déjà. Vous le savez déjà. Voilà, donc mardi prochain pour le prochain épisode et peut-être ce week-end pour stream avancé. Et tout ça est sur YouTube pour ceux qui auraient loupé le début ou qui en entendraient parler un petit peu plus tard.